Pas la caméra. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est le deuxième épisode d'Archetype Podcast et on est avec Monsieur Frédéric Bécasse. Bienvenue, Merci. vous allez bien? Bon Ramadan à vous également. Merci beaucoup, merci à vous. On est très enthousiaste à l'idée de tourner avec vous aujourd'hui cet épisode. Pareillement. Vous êtes l'auteur d'un magnifique ouvrage, Architecture vitaliste, Co-auteur, je précise. co-auteur mais bien on sûr, va en parler. avec Jean-Philippe Zipper. Les deux architectes. Et vous avez aussi un parcours qui est très intéressant. Vous avez fait vos études d'architecture en France et travaillé quelques années dans le sud de la France, si je ne me trompe pas. Absolument. Et puis, vous êtes allé à Dubaï. Et c'est aussi quelque chose qu'on souhaite vous poser des questions dessus. D'accord. Le début du boom. Oui, notamment. le début du boom Vous immobilier, essayez de on va dire. qualifier ce Avec parcours. plaisir. Oui. Et finalement, ici au Maroc, qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce qui vous a enchanté pour que vous y restiez toujours? D'accord. Donc, Donc je vais tenter de me présenter succinctement. Merci pour l'invitation d'abord. merci beaucoup. Nous, ce qui nous a orientés dans cette direction, Zipper et moi-même, encore étudiant, on a rencontré un monsieur, un Français qui habitait en banlieue parisienne et qui voulait construire une résidence dans le sud de la France. Il avait un terrain et nous sommes partis le visiter. Mais avant toute chose, il nous avait demandé, et quand on voyait sa maison qu'il avait modifiée près de Paris à Chatou, on était subjugué par les formes. D'un pavillon de banlieue parisien, il avait réalisé une espèce de pavillon organique, très inspiré des formes des bâtiments réalisés par le mouvement anthroposophe de Rudolf Steiner à Dorna. Vous pouvez, une petite parenthèse sur l'anthroposophie. Sur l'anthroposophie, je pensais que vous me demandez ce que ça veut dire. L'anthroposophie, c'est une science qui allie la nature humaine et le cosmos. Okay. Donc ça va au-delà de l'humain, si vous voulez. Donc il y a une espèce de conjugaison des énergies. Ça a donné lieu d'ailleurs à toute une philosophie au niveau de la pédagogie, de l'agriculture et de l'architecture. Et à Dorna, il y a des bâtiments, notamment le Goetheanum, qui sont réalisés par ces gens-là, les anthroposophes, qui ont des formes organiques. Et on s'est dit, mais d'où viennent ces formes, etc. Et on a eu la source d'inspiration, c'était Goethe. Okay. Ça ressemble un peu au bâtiment de Antonio Gaudí. Un peu au bâtiment de Gaudi, effectivement. Donc, Goethe, on s'est plongé dans l'analyse un peu, on a fait cette recherche de comprendre qu'est-ce que voulaient dire les anthroposophes en s'inspirant de Goethe. Et on a pris un ouvrage qui s'appelle « La métamorphose des plantes ». Okay. Et on a trouvé un certain nombre de polarités dans l'espace qu'on a réutilisé dans notre livre. Des polarités qui existent. Quand vous regardez, par exemple, un oranger, vous avez la graine, d'accord, qui est une compression, qui est une contraction d'énergie, une petite graine, qui va grandir, qui va devenir une fleur. Donc, il y aura une espèce de bol d'expansion. C'est le bol de la fleur. C'est valable pour beaucoup d'arbres fruitiers, bien sûr. Et après, ce sera le fruit. Donc, cette métamorphose des formes, les architectes anthroposophes et organiques s'en inspirent énormément. On est allé en Angleterre, on a vu le collège, par exemple, Emerson College, il y a des formes extraordinaires. Donc, les polarités dans l'espace qu'on traite dans le livre, contraction, expansion, concave, convexe, croissance en spirale, toutes ces polarités sont des sources d'inspiration pour les architectes vitalistes. D'accord, donc c'est s'inspirer des élans vitaux, de plusieurs... De l'énergie vitale, effectivement, qui existe dans la nature, pour l'exprimer dans le bâtiment, que ce soit dans le plan, que ce soit dans les façades. Il y a un architecte hongrois qui s'appelle Imre Makovecz, qui fait énormément dans cet esprit-là. Il a construit un certain nombre d'églises où ils allaient dans les forêts, parce qu'il y a beaucoup d'arbres.
Ils allaient récupérer des arbres, ils les découpaient, ils les laissaient sécher et ils construisaient directement les bâtiments, les structures des bâtiments avec ces arbres. Du bois frais. Ouais. Oui, absolument. Donc, architecture vitaliste, c'est le nom de votre Ouvrage, oui. Ça sera un peu le sujet de notre épisode. On discutera un peu tout autour de ce sujet. Et donc, je voulais savoir, est-ce que pendant votre passage à Dubaï, donc au début de cette ère, la nouvelle ère de Dubaï, est-ce que notamment cette architecture, ce concept d'architecture vitaliste était présent? Donc, Absolument, c'est une bonne question parce que on avait justement utilisé l'Opéra de Sydney Oui. comme page de couverture de l'architecture vitaliste. Quand j'arrive à Dubaï, je tombe sur le Gulf Creek de Dubaï. Et le Gulf Creek de Dubaï, c'est ni plus ni moins des voiles de bateaux blanches inspirées directement des dhows, qui sont les voiles traditionnelles triangulaires des bateaux qu'ils utilisent encore, mais qu'ils utilisent traditionnellement pour la pêche là-bas et la recherche des perles. Donc on voit ces voiles blanches magnifiques, simples et efficaces qui étaient réalisées pour le bâtiment du Golfe en bordure de la crique. La crique, c'est un bras de mer, donc c'était absolument logique comme interprétation, ce bâtiment. Et vraiment, on pourrait imaginer que des bateaux passent dans la crique quand on voit ces trois voiles blanches intriguées les unes dans les autres. Et donc, à Dubaï, on était vraiment très intéressés. Enfin, j'étais fasciné parce que c'est pas un pays où ils ont une tradition historique. Ils viennent du désert, ce sont les Bédouins du désert qui ont eu des moyens de construire des choses. Quelle est leur source d'inspiration? La nature. Les formes des bateaux, les formes des vagues, des choses simples. Et ils ont fait beaucoup de bâtiments qui rappellent les bateaux, les voiles, etc. C'est incroyable. Les tentes, oui, notamment. Donc, c'était pour nous une expérience fantastique. En plus, en 1994, le début du boom. Donc, on voit les bâtiments sortir de terre quasiment à vue d'œil, comme une bande dessinée. C'était très intéressant. Et donc, vous avez exercé en France au début, et puis vous avez exercé à Dubaï. Et qu'est-ce que vous avez recensé comme différence ou particularité au niveau de l'architecture et du domaine de la construction en général? Alors, ce que j'ai constaté à Dubaï, ce n'est pas le processus français et marocain qui sont un peu similaires, de l'architecte qui est dans son studio avec ses collaborateurs. C'est plutôt un grand bureau dans lequel l'ingénierie est intégrée. Pour fonctionner, il faut que ce soit un bureau avec l'ingénierie. D'accord? C'est pas séparé. Donc, les ingénieurs structure, les ingénieurs électricité, plomberie et les architectes travaillent dans le même bureau pour sortir un bâtiment clé en main, je dirais presque, avec le contracteur, l'entreprise de construction. C'est comme ça que ça fonctionne là-bas. C'est le système anglo-saxon. D'accord? Donc moi, personnellement, évidemment, jeune architecte arrivant à Dubaï, j'ai pu collaborer avec des architectes, mais j'ai plutôt développé des projets en architecture d'intérieur. D'accord? Donc c'était plus simple. J'étais avec des équipes de sous-traitants et je réalisais des boutiques et des choses comme ça clés en main. Donc, beaucoup plus simple. Alors que quand je suis arrivé au Maroc, j'ai repris ma casquette d'architecte et j'ai eu plus d'opportunités dans des vrais projets d'architecture. Et vous a manqué cette casquette ou bien? Un peu, oui. Un peu. Et donc, au Maroc, déjà, qu'est-ce qui vous a inspiré? Est-ce que vous cherchez quelque chose qui soit un peu français et qui soit un peu arabe, si je puis dire, et qui s'était retrouvé dans le Maroc, ou bien c'était d'autres motivations? Si je peux raconter un peu ma démarche. Arrivant à Casablanca, j'ai eu des opportunités de projets à Marrakech. Donc je venais à la Palmeraie de Marrakech et les clients m'ont demandé, par exemple, un des premiers projets, c'était le Nikki Beach à la Palmeraie. Donc c'était un espèce de restaurant-piscine, club de jour. Donc autour de la piscine, on a créé des bâtiments, on a essayé de garder des poutres en bois très simples, des pergolas en bois très simples, des formes organiques pour le bassin. Et ça s'est très bien passé et ça a eu beaucoup de succès à cette époque.
Maintenant, il s'appelle différemment. Et ensuite, on a créé l'hôtel du golf qui est à côté, qui donne sur le golf, près du Palmeraie Golf Palace. Et donc, c'est un hôtel. Alors là, évidemment, il y a une inspiration plutôt des traditions marocaines dans un contexte contemporain. Oui. D'accord ? Donc, il y a des grands patios intérieurs, des grands riads ouverts, etc. Des couleurs qui rappellent les pisés, bien sûr. Quoi d'autre ? Des pergolas. Quelles sont les particularités de ce projet ? C'est un peu tout ça, voilà. Donc l'organique. Très ouvert sur le golf. Les matériaux inspirés de la nature, donc l'organique. C'est-à-dire que c'est un faux pisé. Voilà, donc tout ça nous plonge donc dans le concept d'architecture vitaliste. Donc j'aimerais bien que vous nous faites un peu une image globale sur ce concept, sur cette architecture vitaliste, et essayer d'un peu la définir pour nous et pour nos... D'accord, nos auditeurs. Voilà. Écoutez, dans l'architecture vitaliste, on essaye de dialoguer d'abord avec le paysage, donc en s'en inspirant, mais pas en étant, éteint. On essaye d'être vivant dans le sens où il y a un dialogue, il y a un développement, il y a une vibration. Okay. D'accord ? Donc c'est pour ça que dans le chapitre, on résume un peu les trois volets du vitalisme. Le côté structurel, où dans les structures, on va s'inspirer des formes organiques comme la coque, comme les branchements dans les arbres, les croissances en spirale, on en a parlé, ou le méandre des veines, mais des rivières, etc. Donc ça, c'est pour la partie structurelle. Ensuite, pour la partie rythme, j'ai parlé des polarités dans l'espace. Donc, on a cette espèce de polarité d'opposition et de dialogue entre contraction, expansion, concave, convexe. Donc ça, ce serait un peu le regard du danseur. C'est pour ça qu'on avait illustré ce chapitre avec le mouvement d'un danseur qui s'exprime dans l'espace. Ça donne une bonne image de ce que peut-être cet aspect-là de l'architecture vitaliste. Et le troisième volet, c'est le côté figuratif. Comme je parlais tout à l'heure des voiles de bateau à Dubaï, ils adorent s'en inspirer, les images, mais pas simplement une image plate, mais une image qui vibre et qui dialogue avec le paysage, une colline, des vagues, etc. Alors l'imitation littérale, donc, notamment figurative, de la nature, est-ce que vous pensez que ça nourrit donc l'essence de cette architecture vitaliste, le fait d'imiter littéralement donc la nature? Est-ce que ça c'est un point positif et ça renforce l'architecture vitaliste, ou au contraire ça tue son esprit? Voilà. Alors je préfère le terme dialoguer plutôt qu'imiter. Okay. Vous voyez ce que je veux dire? Donc dialoguer avec l'environnement pour avoir un échange. Alors on ne va pas faire une photo un peu éteinte d'une image de la nature et la reproduire. Je ne pense pas que ce serait du vitalisme. Ce serait, voilà. Alors que le vitalisme, c'est plus un dialogue, une ondulation, un mouvement qui va faire que l'habitant, l'utilisateur du bâtiment, lui-même sera enchanté et concerné par cette respiration, par cette vitalité. Justement, dans le champ lexical que vous employez, il y a le terme mouvement, le terme onde, le terme quelque chose de la vibration. Oui. Comment l'architecture, qui est quelque chose de statique, c'est-à-dire quelque chose qui est figé dans un temps T1, comment elle peut représenter du mouvement? C'est-à-dire comment ou bien sûr pas juste l'architecture, comment aussi une peinture pourrait transcrire un mouvement? Déjà, si vous prenez les éléments qui nous environnent, le vent, la pluie, l'ensoleillement, déjà tout ça, ça bouge sans arrêt. Donc l'ensoleillement, par exemple, pour nous architectes, c'est essentiel de jouer avec l'ombre et la lumière. D'accord ? Donc quand on va prendre en considération le mouvement de la lumière sur le bâtiment, on va créer des ondes, on va créer une dynamique, une cinétique presque, et le bâtiment. Ensuite, est-ce qu'il y aura des courbes de niveau, est-ce qu'il y aura un relief sur ce terrain pour que
le mouvement de l'individu qui parcourt le bâtiment va Oui, oui. circuler et le bâtiment va dialoguer. On parlait tout à l'heure de l'ingénieur Nervi Mhm. qui a créé ces énormes structures d'ingénierie en Italie dans les années 60. Mhm. Il s'inspire des plissages de feuillage pour donner des rigidités. Il y a quand même un mouvement dans ces structures, même si elles sont rigides, Oui. je veux dire, par rapport à la lumière, mais par rapport, même quand on circule à l'intérieur, on a un point de vue différent, c'est pas rigide. Oui, je me rappelle, il y avait un bâtiment de Luigi Nervi avec les poteaux qui se embranchaient Oui. en, je sais pas, une douzaine de petites formes. Je sais pas si c'était un centre de sport Qui deviennent Bien. branchements, qui qui devient un supportent embranchement, une qui structure, supporte une effectivement. grande structure. Oui, Donc ça, potentiellement, ça peut être un exemple de mouvement, mais qui est cristallisé en un seul objet. absolument. Mhm. Et je pense que par rapport à l'échelle aussi, c'est intéressant. C'est-à-dire que notre échelle humaine par rapport à ces branchements qui sont de taille très importante, nous dynamise. Oui, Un peu comme si on était près d'un géant. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Donc ça nous renvoie au branchement des forêts, etc. etc. Et c'est intéressant de se retrouver dans ce contexte un peu végétal. On parlera peut-être tout à l'heure des branchements de bien sûr. Ricardo Bofill. Bien sûr. Alors, Monsieur Frédéric, ce qu'on appelle le biomimétisme, donc est-ce que, parce qu'on a fait ça, donc on a étudié ceci pendant nos années d'architecture à l'école, donc est-ce que c'est seulement une autre appellation du concept d'architecture vitaliste, du vitalisme, ou est-ce que ça constitue un courant distinct? Parce que ils se partagent un peu la source commune, c'est l'inspiration de la nature, mais je pense qu'avec de différentes approches. Alors, je distinguerais entre le vitalisme et le biomimétisme cette nuance que le vitalisme, comme on l'a dit, est une expression du vivant, une architecture qui semble habitée par une énergie propre, si je lis mes notes, alors que le biomimétisme, c'est beaucoup plus, ça part de là, mais ça va dans le scientifique, Le c'est-à-dire technique, vraiment plus, technologie scientifique, analyse des tissus, ouais. et aller au-delà de la forme, et comment dire, investir dans la structure. Il y a des nouvelles structures qui sont utilisées dans le vitalisme, qui dans le biomimétisme sont devenues très sophistiquées, des bétons légers, etc. Donc c'est surtout le fait d'apporter des solutions durables et en s'inspirant de la nature. Donc, Pour le vitalisme et voilà. pour le biomimétisme, c'est vraiment technologique, je dirais. C'est une technologie des matériaux, j'ai envie de dire, qui vient En s'inspirant de la nature. qui vient s'ajouter Exactement. au vitalisme. Donc c'est un peu, ça se cadre un peu au premier volet, je pense, structure de l'architecture vitaliste. C'est un approfondissement. Hein. On est en 2025. Maintenant, les matériaux ont évolué et je pense que certains architectes font des recherches avec des bétons allégés, etc. Comme par exemple Rudy Ricciotti, qui a réalisé le Mucem à Marseille, utilise ces bétons fibreux, etc. pour... Oui. On peut parler de biomimétisme, parce qu'on retrouve des structures qui sont dans la nature, dans les feuilles, dans les branchements du bois, etc. Donc vous direz plus que c'est un approfondissement dans les structures micro même de la nature, Absolument. et d'essayer de les comprendre et de les retranscrire dans... C'est vraiment, D'une manière- c'est ça, Ouais. c'est technologique, C'est plus moi j'ai envie de technologique, dire. oui. Ouais. Donc c'est plus efficace donc, comme approche. Ça va vite, ça va direct vers Tout dépend, le fait de trouver une tout dépend solution. le bâtiment, le programme du bâtiment, où Oui. est-ce qu'on veut aller, Bien sûr. où est-ce qu'on veut Parce aller, qu'il y qu'est-ce a qu'on veut toujours raconter. cette contrainte de ne pas tomber dans une architecture plus poétique et artistique et qui ne va pas donc servir à 100% l'humain. Donc, par exemple, j'ai envie de dire, si je vais construire une maison donc, ou un bâtiment quelconque où je vais habiter, et donc si je vais le construire d'une manière moderne et à l'arrache, vite fait, avec un coût
donc qui est beaucoup Très moins, réduit. voilà, Mhm. avec des matériaux qui seront très faciles, très simples. Donc Mhm. pas d'inspiration de la nature, Pourquoi? pas de vitalisme. Si, Et pourquoi si je, pas? Pourquoi pas? non, la question était de, Ouais. Quelle donc est la question? si je fais ceci et je me trouve à avoir cette fonctionnalité dans mon bâtiment, à me retrouver tranquille et se sentir bien dans un bâtiment qui m'imite Pas pas. Donc, forcément vitaliste. voilà. Est-ce que je suis obligé, ou bien, enfin, pas obligé, mais en quoi le vitalisme, qu'est-ce qu'il pourrait apporter aux gens dans leur vie quotidienne vis-à-vis de la fonctionnalité de leur bâtiment? Je pense pas, quand vous me parlez de maisons confortables et simples, je veux dire, je pense par exemple à des projets de Oscar Niemeyer Mhm. qui reprend des formes courbes Oui. pour des habitations très simples, ou Frank Lloyd Wright. Mhm. Bon, il a fait des maisons rectangulaires. Alors là, si on revient à l'architecture organique, Oui. donc on parle de bâtiments simples, mais qui sont organiques. Mhm. Et ça ne veut pas être pas nécessairement complètement ondulant. Oui. D'accord? Pourquoi? Quand Wright parle d'architecture organique, il parle de dialogue et de communication, encore une fois, avec l'environnement. C'est que l'intérieur respire avec l'extérieur au niveau de lumière, au niveau de la ventilation, au Mhm. niveau des circulations. C'est un peu tout ça. Ce n'est pas une boîte fermée. Oui. D'accord? Donc ça, c'est la définition de Wright. Et pareil pour Niemeyer, quand il a fait sa maison ondulée près de Rio. Mais ça peut être des matériaux très simples, ça peut être des briques d'adobe, ça peut être Mhm. des agglomérés très, très économiques pour une construction durable, mais pas chère, économique en même temps. Donc ces deux projets que vous venez de citer, Oui, ce sont deux exemples d'architecture organique. oui. Mais si on voudrait qualifier l'un plus vitaliste que l'autre. Pour revenir à Wright, j'ai envie de vous lire ce passage sur l'architecture organique, Mhm. qui se réfère à l'entité. Peut-être serait-il préférable d'utiliser ou d'employer le mot intégral ou intrinsèque. Mhm. C'est un peu ça qu'il veut dire quand il parle d'architecture organique. Intrinsèque signifie la partie est au tout comme le tout est à la partie. Mhm. Quand on voit un arbre et sa feuille, Ouais. d'accord, la main Le tout et fait le partie corps du humain, on renvoie le détail et l'ensemble. Mhm. C'est un peu ça qui veut dire par organique. D'accord. Et dans une villa, aussi simple qu'elle soit, de forme rectangulaire, on peut réaliser cette espèce de communication du détail à l'ensemble de la villa. Et donc encore une fois, on tombe sur la communication, donc le dialogue. Donc la notion de dialogue, c'est vraiment le fil conducteur entre toutes ces... Le dialogue avec l'environnement, mais aussi le dialogue entre l'habitat et son espace. son espace. Mhm. Donc, par rapport à les baies vitrées, l'espace cheminé, les circulations, etc. D'accord. Parfait. Une autre question qui m'avait interpellé. Donc là, il faut préciser que votre ouvrage Architecture vitaliste, elle traite des bâtiments de 1950 à 1980. Absolument. Et donc, on passe à côté de tout un nouvel élan d'architecture vitaliste, avec notamment l'architecture paramétrique, Mhm. et qui des Zaha Hadid, bien sûr, Ouais. et qui redynamise encore une fois l'architecture vitaliste, et qui donne Absolument. une pléthore de nouveaux bâtiments Tout à fait. qui... Alors, quand on a fait cet ouvrage, l'architecture vitaliste était encore marginale, je dirais. Il y avait des grands architectes, évidemment, comme Wright, Gaudi. On a parlé de l'anthroposophe Rudolf Steiner et bien d'autres. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'en ouvrant un magazine d'architecture, on tombe tout de suite sur... tout de suite, ou la plupart du temps, sur un bâtiment organique, vitaliste. Et donc, aujourd'hui, en 2020, 2024, 2025, c'est devenu vraiment un mainstream, un courant important. Oui. Et c'est pour ça qu'avec Zipper, on a envie de prolonger cette recherche et on s'est intéressé, on a déjà réalisé une maquette, on a catalogué un certain nombre
de bâtiments comme ceux de Frank Gehry, par exemple, de Zaha Hadid, mais de Renzo Piano et d'autres architectes moins connus qui reprennent ces formes. On les a classés par un certain nombre de caractéristiques formelles, effectivement, par exemple, comme le ciel et la terre, la vague, le minéral, le végétal et l'animal. C'est... Oui. Ouais, vas-y. Est-ce que vous retrouvez toujours les trois regards structurels, figuratifs et gestuels dans l'architecture aujourd'hui vitaliste? Ou bien est-ce qu'il n'y ait pas de nouvelles méthodes, on va dire, ou nouvelles classifications d'architecture vitaliste? Bonne question. C'est-à-dire, nous, c'était notre à cette époque-là, quand on a écrit ce livre en 1984, c'était un peu notre source d'inspiration. Maintenant, aujourd'hui, si on devait développer le sujet, je vous dis, on pourrait regarder les formes minérales, les formes végétales, même l'inspiration des formes animales. Juste, oui. Et en dernier. Par exemple, pour le végétal, on a un excellent exemple ici, à UM6B, qui est l'architecture des pergolas de Ricardo Bofill. Ricardo Bofill, autant pour moi. Et c'est intéressant parce que toute son architecture reste contemporaine, comme il l'a toujours été à Barcelone et dans tous ses projets espagnols, qui sont les bâtiments d'hébergement, des cours, etc. Oui. Et au milieu, il a créé ces arbres blancs qui sont l'expression de branchement pour maintenir les pergolas, qui sont pour moi une excellente idée vitaliste pour une université. Ces pergolas même qu'on peut traduire comme forme de vague. Ouais, vague et branchement, surtout. Donc c'est à la fois un mouvement gestuel. Vous n'avez pas répertorié la vague comme un... Vous avez parlé du méandre. Bon, c'est pas que je... Si, la vague, elle est là dans le prochain... Ah, la vague, donc voilà. Dans le prochain chapitre. Donc l'ondulation, la vague. Absolument. Et en plus, le côté structurel, donc qui est l'embranchement, l'arbre qui soutient... Exactement. Le branchement, l'arbre. L'arbre, c'est une source d'inspiration extraordinaire. Je veux dire qu'on part de la fleur jusqu'à l'arbre... de grande dimension. Donc le végétal. Alors j'ai une question donc, notamment sur ces projets modernes qu'on appelle de bâtiments vitalistes. Donc notamment l'architecture de Zaha Hadid, de Renzo Piano que vous venez de citer. Ce qu'on peut voir, ce qu'on peut noter, c'est qu'ils sont souvent coûteux, souvent complexes et pas accessible à tout le monde. Donc c'est une architecture d'exception, un peu inaccessible au plus grand nombre du public. Donc ça va à l'encontre de ce que prône de base l'architecture vitaliste. C'est une architecture harmonieuse qui va avec l'environnement, qui est un peu accessible à tout. Tout le monde a un peu le droit de se sentir uni avec la nature. Donc il y a un peu cette contradiction. Alors, les bâtiments de Zaha Hadid ou de Frank Gehry sont extrêmement coûteux, c'est connu. Mais on parle de musées, on parle de théâtre, on parle de grands bâtiments avec des budgets colossaux. Voilà, exactement. On peut très bien imaginer, je pense, pour des programmes plus modestes, d'avoir des formes organiques qui ne soient pas nécessairement trop onéreuses. Par exemple, si on reprend le bâtiment de Zaha Hadid qui a été réalisé à Sharjah dans les Émirats arabes unis, près de Dubaï, où elle réalise le siège d'une société en s'inspirant des formes des dunes. Bon, la dune, on peut très bien la réaliser à partir de béton ou de ciment projeté sur une structure métallique, sur un treillis, sans que ce soit forcément très onéreux. Exactement. Donc, il est possible, avec de l'ingéniosité et de la créativité, de faire de l'architecture vitaliste sans forcément tomber dans des budgets qui sont... Absolument. Absolument. On pourrait même intégrer ou faire cette connexion entre l'architecture classique et l'architecture vitaliste. Donc, un peu s'inspirer de la nature, s'inspirer de l'environnement
en laissant cette continuité avec l'architecture et les concepts de l'architecture classique. Donc, Si tu peux clarifier un peu cette un question. non, c'est pas une question, Ouais. c'est un. Donc, je voulais dire, à l'exemple de la Sagrada Familia, peut-être, Ouais. d'Antonio Gaudí. Ouais. Donc C'est c'est un- du classique, Voilà, c'est du classique, mais qui c'est est du gothique, floral, du gothique. Ouais, alors Ouais. du gothique, en s'inspirant des arbres. qui passe Donc, par l'art nouveau. Bah, bien sûr, ouais. N'oublions pas l'art nouveau, c'est-à-dire l'art végétal dans l'architecture, qui était énormément utilisé en Belgique, bon, en Espagne à cette époque avec Gaudi, effectivement. Et dans la Colonia Güell, je me souviens d'une chapelle qu'il a réalisée à la périphérie de Barcelone, où les arbres sont réalisés en briques. Mhm. Et je ne sais pas si vous connaissez, ça prendrait peut-être un peu de temps à expliquer, Bien sûr, non, on a allez-y. 5 minutes pour nos auditeurs, les maquettes que réalisait Gaudi en arc vernaculaire. Mhm. Alors, il prenait ces maquettes, donc, et il mettait un miroir, et il avait c'est-à-dire les arcs avec des chaînettes. Prenez une petite chaînette, d'accord, ça crée un arc inversé. Il mettait un miroir et il retournait ça, et il avait ces arches qui tenaient sans coffrage, uniquement avec la structure de la compression. Et avec ces miroirs, il obtenait magnifique composition d'arches qui sont réalisées dans la Colonia Güell et dans certains de ses projets. Par Güell, peut-être aussi dans certaines parties de la Sagrada Familia. Donc là, on parle d'architecture organique, inspirée de la nature. Donc il fait la structure à l'envers, À l'envers, ouais. et avec le miroir, il a le reflet. Il avait la réponse Intelligence. à sa maquette, si vous voulez lui donner la réponse à son projet, et donc il partait là-dessus. Donc on est parti de l'art nouveau pour arriver à l'architecture organique Ouais. et vitaliste. Ouais, c'est vachement intéressant. Ok. On voulait aussi, bon, ça c'est plus personnel, on regarde aussi des fois des exemples d'architecture cinétique, c'est comme ça qu'il l'appelle, c'est-à-dire par exemple, vous connaissez le musée à Shanghai avec un rideau de bambou qui se déplace, vous avez l'image? Oui. Est-ce que le mouvement, mais cette fois d'une manière littérale, c'est pas juste du mouvement qui est... Absolument. Est-ce que c'est aussi un élan d'architecture vitaliste? Écoutez, ça me renvoie, alors c'est intéressant parce que ce projet-là, des espèces de façades ondulantes Oui. et articulées, Oui. me renvoie à un projet d'un architecte cubain, Mhm. Ricardo Porro. Mhm. J'en ai pas parlé tout à l'heure dans l'introduction, c'est le moment d'en parler. Ricardo Porro, au lendemain de la révolution cubaine, a été invité à faire des écoles à Cuba, Oui. notamment l'école d'art. Et il a réalisé, il est dans le livre, un plan masse complètement inspiré de formes organiques. Mhm. On peut penser aux organes du corps humain, etc. C'est une école d'art. Et ensuite, il a développé son savoir-faire en Europe, notamment, il était professeur à l'école d'architecture à Paris et à Lille. Mhm. Et il a réalisé un projet, alors là, on est plus dans un registre qui renvoie au romantisme de Goethe, Ok. qui sont des éléments justement ondulants dans le paysage. Mhm. Donc il joue avec la lumière, il joue avec le paysage, avec des formes tubulaires, et ça renvoie au bâtiment dont vous parlez, où il y a carrément ce cinétique de tubes en façade. Ouais, donc, comme le soleil ou le vent, c'est un mouvement qui est naturel, et donc générer du mouvement, c'est quelque chose de désirable dans l'architecture vitaliste, ou de désirable d'une manière générale. Alors, Tout à fait. cette architecture vitaliste, si on peut vite résumer, donc, en quoi elle serait bénéfique aux gens, bénéfique à la société contemporaine? Bonne question. Moi, je pense que l'humain, s'il pratique ce genre d'architecture, s'il traverse ce genre d'architecture, ça va créer en lui une émotion au niveau du quotidien
qu'il va se sentir une échelle participant à l'échelle du bâtiment, pas seulement un individu dans une boîte, mais plutôt dialoguant avec la forme générale. Donc je pense que c'est comme on en a parlé tout à l'heure, c'est une vitalité pour l'individu de traverser ces bâtiments. Quand vous voyez, par exemple, au Bois de Boulogne, le bâtiment de Franck Gehry, à l'extérieur, cette espèce d'assemblage de nuages blancs autour du bâtiment. L'extérieur est extraordinaire, très complexe. Ça nous renvoie à plein de choses. On a les nuages parisiens, on a les formes ondulantes des bosquets, on a toutes ces ondulations qui nous renvoient et qui changent tout le temps avec la lumière. D'accord ? L'architecture vitaliste. Donc je pense que avoir ça dans un parc, passer à côté, ça nous crée une émotion. Vous êtes en train de parler de la Fondation Louis Vuitton. La Fondation Louis Vuitton, par Franck Gehry. Donc l'architecture, le vitalisme, il a pour mission de créer du rêve, de la fantaisie, et bien sûr, par conséquent, des émotions. Donc vous estimez que c'est très important, et c'est finalement la mission de l'architecture. Je pense qu'il a une influence sur la vie des humains, des terriens, tout simplement. Voilà, ou les terriens. Parce que maintenant, on parle d'aller habiter sur Mars. Oui. C'est une idée un peu énorme. Alors que sur Terre, on a quand même des choses extraordinaires à préserver à vivre et sur à Terre dialoguer. Bien sûr, bien sûr. On a tout ce qu'il faut pour réaliser ça. Nous, les humains, sur notre petite planète magnifique. Donc, on a envie de réussir ce challenge, ne pas le détruire. Et on a surtout peu d'architecture similaire au Maroc, puisque on est limité à une architecture de construction vite. Alors, ce qui est intéressant, on pourrait dire que certains exemples d'architecture vitaliste, comme on parlait des arbres de Beaufil dans l'université, qui sont pas, c'est pas banal, mais un bâtiment plutôt exemplaire qui vient d'être inauguré à Rabat, qui est le théâtre réalisé par Zaha Hadid. Donc tout ça, je pense, crée des émotions sur le Marocain qui voit ces ouvrages, ces nouveaux ouvrages, et peut-être une source d'inspiration pour nous, les architectes, pour nos futurs projets. Ouais. Super. Surtout sur une petite échelle, ce qui permettra d'avoir un grand nombre de bâtiments qui suivent ce concept. À tout niveau. Bien sûr. Ouais. J'ai entendu dire qu'à Essaouira, il y a un bâtiment d'Oscar Niemeyer qui est en cours de construction. C'est une très belle nouvelle. Je ne connais pas sa forme, mais ça a l'air intéressant déjà. C'est une très belle nouvelle. Voilà. C'est un très beau message qui est communiqué, le fait que le Marocain, ou bien l'être humain, ou le terrien même, j'aime bien ce terme. Ouais. Donc c'est aussi ça englobe même aussi peut-être les animaux, d'avoir une architecture qui invite la faune et la flore de communiquer. Pour finir, on aimerait bien que vous nous recommandiez déjà ces ouvrages, que vous les citiez, comme ça on les montre aux auditeurs. Et s'il y a d'autres ouvrages qui puissent alimenter la réflexion, ou bien... Absolument. Écoutez, on a demandé à l'université de commander quelques livres... des biographies de grands architectes, comme par exemple Renzo Piano, qui est extraordinaire. Donc il y a une liste de livres qui doivent arriver prochainement, et j'invite tous les étudiants à y aller. Donc là, l'architecture vitaliste, je ne sais pas si la caméra voit le livre. On va le présenter. On va le présenter. Donc il est en bibliothèque, on en a donné un ouvrage. Ça, c'est beaucoup plus technique, mais c'est intéressant, c'est la métamorphose des plantes de Goethe. Mais ça n'a pas forcément de relation avec l'architecture. Absolument pas. Oui. Mais c'est une source d'inspiration pour l'analyse des plantes. Donc là, il y a deux ouvrages où Franck Loerail s'exprime sur l'architecture moderne et il explique quelle est sa vision de l'architecture organique, justement. Voilà pour et puis les architectes dont on a parlé. Donc, bien sûr. Donc Piano, Gehry, Zaha Hadid, etc. Alors une dernière phrase pour conclure de votre part, pour conclure cet épisode. Non, ce que je pourrais dire, c'est que
le vitalisme, c'est une humilité de l'homme par rapport à son environnement naturel. Donc une humilité qui permet de mettre le végétal, l'animal et l'humain au même niveau. On respecte l'environnement, on respecte les animaux qui vivent à côté de nous, qui savent mieux parfois se comporter que l'être humain. Voilà ce que je pourrais dire comme conclusion. C'est très Parfait. sage. C'était, on avait l'honneur de vous avoir aujourd'hui avec nous, Monsieur Frédéric. Et merci pour votre temps. Merci à notre auditeur d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Et on se voit pendant une prochaine épisode, Inch'Allah. Merci Salah, merci beaucoup. Ismaël, et à très Merci bientôt. beaucoup. Merci. Beaucoup, monsieur. Parfait.